Bienvenue dans cette nouvelle édition de Baron Vert. Salut Sandra. Salut Benjamin, ça va? Ça va et toi? Ouais. Gros programme aujourd'hui? Gros programme aujourd'hui. Celles et ceux qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux savent que tu as passé une grande partie de la journée à regarder des vidéos. Une vidéo passionnante, celle d'un meeting. On en dira plus tout à l'heure. On peut dire où c'est? On peut dire où c'est? Dans les Alpes-Maritimes. Ouais. Ah, pour celles et ceux qui suivent l'actualité politique, voient peut-être de quoi tu veux parler. Et on salue celles et ceux qui sont restés en ligne, qui ont regardé le meeting de Yannick sur cette chaîne tout à l'heure. Qui était top. À Rouen, sous le vent, comme le dit la chanson. Il y avait beaucoup de vent. On a vu les drapeaux. Voilà, on était très déçus de ne pas y être, mais vous y étiez. Et on y était grâce à cette chaîne. Et donc on salue celles et ceux qui sont là et qui ont suivi ce meeting. Et pour celles et ceux qui ne l'ont pas suivi, il sera disponible évidemment en ligne. Déjà. Il l'est déjà. Ah bah c'est super. C'est Vous pouvez le regarder et faire une séance de rattrapage ce soir. Au programme ce soir? Ouais, on a un petit fil rouge aujourd'hui qui est Valérie Pécresse, sa vie, son œuvre. Et ses discours. Et ses incohérences aussi, parfois. On a la météo, c'est moi qui m'y colle cette fois-ci. C'est ton tour. Un petit coup d'œil sur l'actu et une spéciale chasse avec Un jour un chasseur, qui est un collectif qui fait remonter un peu toutes les mauvaises expériences. C'est un super boulot. Voilà, que les uns les autres peuvent rencontrer. Donc on est hyper content de les recevoir tout à l'heure. Mais avant ça, là nous avons tout de suite maintenant celui qui fait trembler Valérie Pécresse à la région Île-de-France, et on va l'accueillir dans quelques secondes. Juste après un jingle. Juste après un jingle, on accueillera Jean-Baptiste Péjon. Je dis un petit mot. Salut Jean-Baptiste. Et bonjour. Tu es conseiller régional d'Île-de-France. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on te reçoit aujourd'hui, parce que tu t'es lancé Exactement. avec quelques autres élus dans un recours un peu particulier. Je ne sais pas si on peut mettre l'article qui le relate à l'écran, histoire qu'on voit un peu toutes et tous de quoi il s'agit. Ça vient de Blast, qui a sorti un dossier un peu brûlant sur Valérie Pécresse. La justice est saisie, 2 élus, dont toi, la mettent en cause pour prise illégale d'intérêt. Pour quelqu'un qui veut dire qu'elle est la femme du fer et madame propre, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus cohérent avec son discours. Bon, on va pas présumer de ce que décidera la justice, alors on est vraiment dans des questionnements, mais tu vas nous expliquer un peu pourquoi vous avez déposé ce recours et qu'est-ce qui couvre, et puis qu'est-ce que ça veut dire, ce mot de prise illégale d'intérêt. Alors c'est très simple. Déjà, pour contextualiser un petit peu, la présidente de la région, depuis 2015, Valérie Pécresse, qui était reconduite là récemment, est présidente aussi d'Île-de-France Mobilité. Île-de-France Mobilité, donc c'est un établissement public qui a pour objet d'organiser les transports en Île-de-France. Alors, ça paraît rien comme ça, mais les transports en Île-de-France, c'est énorme. Le 2e réseau mondial de transports en commun. C'est 9,4 millions de transports quotidiens, trajets quotidiens, c'est énorme, c'est 10 milliards par an de budget, donc vous imaginez la machine. Ouais. Il faut voir donc 1500 lignes de bus, 13 trains, 14 lignes de métro, enfin vous voyez, c'est vraiment un énorme objet. Et dans cette affaire-là, Valérie Pécresse possédait des actions chez Alstom avant 2015, puisqu'en 2013, quand elle est députée des Yvelines, dans sa déclaration d'intérêt auprès donc de la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique, elle déclare des actions chez Alstom qu'elle possédait en nom propre et qu'elle possédait aussi donc avec son couple, puisque son mari se trouve être un ancien du board, la partie la plus haute d'Alstom, qui a participé à son démantèlement en 2014. C'est une affaire qui fait pas mal de remous et qui se retrouve être un des seuls anciens cadres dirigeants, aujourd'hui à General Electric, l'américain qui a participé à démanteler le fleuron français. Ah oui, c'est quand même pas une petite histoire. Exactement. Okay. On met le doigt dans un gros engrenage et il se trouve que pendant toute la mandature de 2015 jusqu'à aujourd'hui, on va dire, puisque le début de ce nouveau mandat, on est à 2,2 milliards d'euros d'achats auprès d'Alstom. Et vous imaginez, vous avez possédé des actions, des stock options à une entreprise précédemment, et vous commandez pendant 6 ans. Donc vous êtes la personne qui signe en bas des contrats pour faire plus de 2 milliards d'euros d'achats
de matériel roulant, puisque c'est la particularité d'Alstom, une multinationale qui fabrique du matériel roulant, tram, bus, métro, et c'est surtout là en l'occurrence les rames de métro. Donc pour ça. Donc j'espère que j'étais clair, mais en tout cas on comprend tout de suite, pas besoin d'être un spécialiste pour dire qu'il y a un petit souci. Et c'est donc à ce titre-là qu'on a fait appel à un article 40 donc, avec des collègues à la région, mes collègues David Béliard et Ghislaine Senet, et pour effectivement demander ce qui est une investigation de la part du procureur de la République. Ok, et donc là, l'action commence. Exactement. Vous venez de déposer, et la justice va devoir enquêter pendant un petit moment. Pendant combien de temps? Ça dépend, mais effectivement, il faut le temps que le procureur de la République s'en saisisse. Souvent, il va assez rapidement. C'est une obligation, en fait, pour les élus. L'article 40, dès qu'on constate ou qu'on juge qu'il y a des faits qui nécessitent une investigation, c'est notre rôle d'élu que de mener une action où on vient juste interpeller le procureur de la République, puisque c'est lui qui fait l'investigation, hein. C'est pas à nous de le faire. Nous, on a juste révélé des faits. C'est vrai que ça s'agite pas mal en ce moment. Il y a eu beaucoup d'articles qui ont révélé. Vous avez assumé votre devoir. Exactement. De signaler qu'il y a des choses qui vont pas. C'est très écolo de faire ça. Mais c'est vrai que c'est une particularité écolo. Les écolos mènent souvent des actions en justice parce que c'est une bonne façon à la fois de se faire entendre et à la fois de dénoncer des pratiques qui ne devraient pas exister dans la vie publique comme dans la vie privée. Surtout dans un moment où il y a une telle défiance. Dans l'abstention aux élections régionales, on rappelle que l'élection dans laquelle Valérie Pécresse a été élue, c'est une abstention record pour une élection régionale et que donc il y a un devoir d'exemplarité pour convaincre à nouveau celles et ceux qui sont détournés des urnes. Ok, merci beaucoup de faire ça. Avec là, ça va avec un peu plaisir pour dans tout le les monde. jours qui viennent. Ça va faire un peu de bruit, on espère. Okay. Il y a eu une réaction officielle de Valérie Pécresse ? Oui, il y a eu une réaction officielle. Sa première réaction, ça a été de dire que c'était pas vrai, donc elle nous attaquait en justice pour dénonciation calomnieuse. Alors ça, c'est un grand classique. Ouais. Quand on dénonce quelque chose, c'est d'avoir en retour la personne dénoncée qui dit non, ceci est une calomnie. Donc jusqu'ici, tout va bien. Exactement. Après, sa première déclaration, ça a aussi été de dire que depuis qu'elle est présidente de la région, ni elle ni son mari n'ont d'action à Alstom. Okay. Donc on verra ce que l'enquête nous révèle, mais en tout cas, c'est sa position. Et tes relations avec Valérie Pécresse, du coup, en ce moment, c'est cool, pas cool, dramatique ? J'ai pas l'impression, on n'était de toute façon pas proches déjà initialement. J'ai l'impression que les relations à la buvette seront pas meilleures, en effet. Mais alors... normalement, elle devrait y être un peu moins souvent. Elle a une petite actualité en ce moment, non ? Et effectivement, on la voit plus. Mais d'ailleurs, ça nous interroge. Je sais pas si ça interroge aussi les internautes, mais aujourd'hui, quand on va concourir à la plus haute fonction de l'État, on doit avoir une certaine forme d'exemplarité. Et donc, espérons qu'elle fasse la lumière sur ces éléments-là. Et alors, tant qu'on t'a sous la main, puisque Valérie Pécresse est un peu l'un des thèmes principaux. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et du coup, moi, j'en profite parce que tu disais on a un devoir d'exemplarité. Donc, je vais sur un sujet un peu à côté, parce que du coup, tant qu'on t'a sous la main, on va profiter de ta casquette de conseiller régional d'Île-de-France. Moi, je suis très surpris, parce que moi, je viens d'une région où le président, je suis conseiller régional aussi, comme toi, dans les Hauts-de-France, avec Xavier Bertrand, qui n'est pas non plus un grand copain, on va dire ça comme ça. Mais au moins, il préside lui-même les séances du conseiller régional. Or, j'ai vu en regardant l'Assemblée régionale que Valérie Pécresse, en fait, elle est très peu présente dans l'hémicycle régional quand vous l'interpellez. C'est-à-dire qu'en fait, vous parlez à une présidente de région qui n'est pas là, qui ne fait pas son boulot de présidente de région. Elle se fait très souvent remplacer, en effet, par un ou une de ses vice-présidents, présidentes. Et elle est très peu présente, ce qui d'ailleurs nous semble un problème. Mais en tout cas, effectivement, c'est un fait. Aujourd'hui, on la voit très peu dans l'hémicycle, peu de chances de la croiser. Et peu de chances d'avoir ses réponses. Donc là, au moins, on a eu une réponse en direct par presse interposée, mais ça a permis d'avoir enfin un retour de Valérie Pécresse. Bon, après le 10 avril, elle aura normalement beaucoup plus de temps à consacrer à la région Île-de-France. Mais d'abord, je crois qu'elle doit rattraper un certain nombre de films qu'elle n'a pas vus. C'est ce qu'elle a annoncé. J'ai 2-3 à lui conseiller, donc peut-être qu'on commencera par... Elle va peut-être avoir Scandale d'État, le film qui est à l'affiche. Ouais, exactement. Il y a plusieurs films qu'on pourra lui conseiller dans ce sens-là. Bon, on ne te retient pas plus, à moins que tu veuilles compléter, parce que tu as un gros dossier à gérer en ce moment. Exactement. Mais on se revoit très vite. Merci beaucoup d'être venu. À très bientôt, Jean-Mathilde. Merci à vous. Merci d'être venu. Nous, on va enchaîner. Ouais, du coup.
Vous avez plein de remarques sur Valérie Pécresse, mais qui ne sont pas vraiment des questions. Mais vous avez beaucoup aimé. Pour certains, de l'Union de la gauche. Mais s'il y avait un sondage fait en ce moment, là, elle ne serait pas très Valérie Pécresse. Pour d'autres, ça vous amuse. Et vous êtes un certain nombre à vous inquiéter de la plante. C'est une vraie plante derrière. Et Jean-Baptiste ne l'a pas malmenée. Elle va très bien. Elle a juste été un peu secouée. Rien de grave. On va enchaîner sans transition sur l'œil écolo sur d'autres éléments d'actu, mais on met pas le jingle, on peut y aller direct. Peut-être si Pilou, tu veux mettre le jingle? Comme tu veux. Ah ouais, jingle, ils sont tellement beaux les jingles, on leur demande. Merci beaucoup. Ciao. Donc, on repart sur l'actu, et une actu qui, moi, m'a beaucoup interpellée, qui est le dépassement de la 5e limite planétaire, celle de la pollution chimique. Alors là, on a pris l'article du National Geographic. Pour rappel, il y a 9 processus naturels, comme c'est marqué dans le chapeau, qui permettent d'avoir un équilibre sur Terre. Et sur les 9, il y en a 5 qui sont dépassés. Donc on est dans une situation un petit peu compliquée, puisque c'est l'impact de l'activité humaine qui provoque ça. Et vous voyez, c'est pas hyper rassurant. On meurt étouffé de nos produits chimiques, littéralement. Et aujourd'hui, voilà, parmi ces limites planétaires, ces 9 processus biophysiques qui ensemble régulent la stabilité de la planète, qui sont le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, la perturbation des cycles biogéochimiques de l'azote, du phosphore, les changements d'utilisation des sols, l'acidification des océans, l'utilisation mondiale de l'eau, l'appauvrissement de l'ozone atmosphérique, l'augmentation des aérosols dans l'atmosphère et l'introduction d'entités nouvelles dans la biosphère. En 2009, 3 d'entre elles avaient déjà été dépassées et on ne cesse d'en dépasser. C'est quoi la traduction de ça ? C'est qu'on est, entré dans la 6e extinction de masse des espèces. On n'arrête pas de l'expliquer. C'est-à-dire que ça a une action directe sur la capacité de vie sur Terre. Il y a plusieurs études qui ont été menées et que relate National Geographic. Pardon, j'ai un peu de mal à trouver mes mots. Ce qui m'a intéressé, ce qui m'a interpellée, c'est que l'experte en charge du dossier dit ceci. Elle affirme que les individus à eux seuls ne peuvent pas résoudre ces questions environnementales. C'est ce qu'on répète très souvent chez les écologistes et malheureusement, on n'est pas très entendu au niveau du gouvernement. Elle rajoute, et là c'est une citation, « C'est très difficile, nous avons besoin d'un mouvement politique avec les industries à bord. Et je ne pense pas que les industries bougeront tant qu'elles ne seront pas forcées à le faire. Nous avons donc besoin d'un changement qui vient du haut, mais qui est soutenu par la base. » Là, on sait aujourd'hui, Benjamin, que la population est inquiète pour le réchauffement climatique, elle demande aux politiques de l'action. Tout le monde en parle, personne ne fait rien, on ne va pas rappeler le bilan catastrophique d'Emmanuel Macron, mais là, elle rappelle que sans un changement politique, que sans le levier politique, ce ne sera pas possible d'agir et qu'à la vitesse où on va, ça devient dramatique. Donc c'est pour ça, je peux mettre l'article dans le chat, on peut... Ah ben voilà, il n'est plus à l'écran, donc je peux vous l'envoyer. On reparlera, j'en ai bien peur, de ça à d'autres moments, parce que, alors est-ce que je peux envoyer l'article ? Oui. Parce que c'est quelque chose qui nous concerne et c'est le cœur de l'action des écolos, de faire en sorte que ce ne soit pas pire demain. C'est ça, et que pour le coup, puisqu'on est dans une période de campagne électorale et donc on a plein de débats, c'est de ça dont on aimerait qu'on parle là dans les semaines qui viennent, parce que on peut faire des choses, on peut agir, tu l'as dit, l'engagement il est là pour ça. Il y a besoin que les décideurs prennent des actes, et on l'a vu avec la COP26, on en a déjà parlé ici, quand il n'y a pas d'écologistes autour de la table, il n'y a pas d'écologie. Et donc là, il faut concrètement, si on veut, alors on sait bien que c'est à l'échelle du monde et que la France, c'est pas le plus grand pays, le plus peuplé, etc., mais nous sommes un grand pays quand même, et s'il y a un écologiste autour de la table demain, avec Yannick, ça changera évidemment bien des choses. J'en profite pour dire, thème plus léger, à Petit Kiki qui demande qu'on ait un terme français pour jingle, qu'on dira désormais générique, il n'y a pas de problème, et nous nous y engageons. Oui, c'est vrai qu'on a un peu... On a un peu tendance à utiliser facilement des mots d'anglais, on s'en excuse, mauvaise habitude. Seeming 1976, sérieusement, vraiment intéressant d'avoir un stream comme ça sur Twitch. Instructif et de l'actu et important pour faire prendre conscience des bouleversements climatiques. On vous encourage
Stéphane Keldin à en n'est pas parler. très très positif. Ah, mauvaise nouvelle, qu'il demain dit que sera pire. Mais On peut bosser sur après-demain. Non, il y a quand même du positif à la fin, on peut bosser sur après-demain. en fait, on y bosse déjà, mais c'est vrai que C'est ça. plus on attend, moins on a d'action. D'ailleurs, on va passer à la météo du climat pour faire un petit rappel de... C'est ça, hein, je me suis trompée dans l'ordre du... Hein ah oui, pardon, non, pas du tout. On va continuer dans le décryptage de l'actu en passant au discours de Valérie Pécresse. C'était donc ça. Et je vais sortir mes notes sur mon Et téléphone. pendant ce temps-là, je peux apporter... Ah ouais, générique. Non, il n'y a pas de... Non, on est toujours dans la même Non, chose. dans ce cas-là, j'en profite pendant ce temps-là pour raconter que tout le monde ait les coulisses des coulisses. Je suis arrivé ici au QG de campagne, nous sommes au sous-sol. Et cet après-midi, Sandra travaillait au 4e et dernier étage. Et je suis arrivé en entendant Sandra déclamer des discours, des paroles qui me paraissaient assez incohérentes. Donc j'ai cru d'abord qu'il y avait un problème, soit un abus de certaines substances illicites. Même pas. Voilà, soit un petit moment de fatigue de Sandra. Et après, j'ai vu qu'en fait, elle avait des écouteurs et qu'elle écoutait un discours de Valérie Pécresse, voilà. qui est le discours du Canet. Mais je vous rassure, elle va mieux. Ouais. Et en fait, y a beaucoup de moments qui m'ont fait hurler, qui nous ont fait hurler. Donc, on va se faire un petit panégyrique. Par contre, moi, je ne pourrai plus suivre les questions. Donc, c'est toi qui vas suivre les questions, Benjamin. J'observe. Questions, réactions, voilà. compléments d'information. Alors, il y a des trucs, je veux bien que vous réagissiez dessus, parce que nous, on n'a pas compris exactement ce que ça voulait dire. Donc c'est à 1 minute, 1 heure, 1 minute, hop, j'y arrive. Ça parle des maires, de l'importance qu'ils ont, les élus locaux, tout ça. Et hop, c'est parti, je peux y aller. Je salue à travers lui tous les sénateurs. Je salue aussi à travers Michel tous les députés qui sont ici et que je ne pourrai pas énumérer, mais chacun sait la place qu'il a dans mon cœur. Bon, on a pas compris qu'elle parle beaucoup de dans son les cœur, Alpes-Maritimes, nous avons aussi David Lisnard. David Lisnard, le maire de Cannes, mais surtout, j'ai mis 30 secondes, vous le savez désormais, le très puissant président de la... Hop, combat. Un peu. Son combat, c'était le combat pour que tous les maires de France se sentent respectés. Non, Monsieur Macron, les maires de France ne sont pas des petits pois dans une boîte. Les maires de France, ils ont leur indépendance, ils ont leur liberté de penser, ils demandent leur liberté d'action et nous, on va leur donner. Donc voilà, alors... Des petits pois dans une boîte. J'ai pas tout à fait compris. Oui. Est-ce que vous qui nous suivez avez compris cette phrase? Moi, je suis restée particulièrement perplexe devant. Peut-être qu'ils sont serrés, peut-être qu'ils sont... Pour l'instant, personne n'a d'avis. Hein. Ok. Après, on va rentrer dans des choses un peu plus de l'ordre de la fake news. Mais par contre, on précise que nous, on aime bien les petits pois. Frais. Frais. Et surtout quand ils sont cueillis dans le jardin. On ne compare pas, évidemment, les maires de France à des petits pois. Moi, d'ailleurs, je préfère les petits pois carottes. Et écosser les petits pois directement quand on les cueille et les manger comme ça, c'est comme un bonbon, c'est juste magique. Bon, plus sérieusement, on revient maintenant. Il y a une théorie. Stéphane Keldin qui dit confinement, point d'interrogation. Eh oui, un confinement, il serait des petits pois, c'est-à-dire qu'ils seraient confinés. Ouais, merci. Non, mais il y a une idée, bien sûr. Bon, je vous ai passé... Pardon, vas-y. Je lis en direct. Hein. Gisèle Pin, bien sûr, les petits poissons verts, c'est vrai. Et ça nous fait plaisir. Tu veux dire que tous les maires de France vont devenir verts, écologistes, et que donc on sera bientôt, une boîte c'est le de sens petits de pois. l'histoire. Ça a commencé en 2020, ça se poursuivra en 2026. Du coup, là, on passe à tous les chiffres qu'elle balance sur les violences faites aux personnes, sur l'immigration, etc. Et vous allez voir, c'est pas tout à fait la réalité. 32% de hausse des violences aux personnes en 5 ans. C'est le Waterloo sécuritaire. 272 000 titres de séjour délivrés l'année dernière, presque un record, et 100 000 demandeurs d'asile entrés sur le territoire. Ça, c'est la bérésina migratoire. Bon. Oh là là.
Vous aurez noté que, hors la bérésina migratoire, 32% de hausse des violences faites aux personnes en 5 ans. C'est pas pour défendre Emmanuel Macron, c'est pas trop mon habitude, ni la tienne. C'est clair. Mais c'est pas tout à fait les chiffres réels. Les chiffres réels, c'est plutôt 16% d'augmentation sur les 5 dernières années. C'est pas la première fois que Valérie Pécresse et son équipe se font taper sur les doigts pour grossir les chiffres. Elle les double quand même, puisqu'il y a déjà des tracts qui sont sortis, qui ont été contestés, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur, etc., etc. Et en plus, dans cette hausse, alors c'est toujours inquiétant, il faut vraiment lutter contre, mais on peut pas dire que la police soit vraiment dotée des outils qu'il faut pour y arriver, vu qu'elle a toujours la politique du chiffre qui l'empêche très souvent de pouvoir mener l'enquête. Ce qui fait aussi monter les chiffres, c'est le fait qu'aujourd'hui, les femmes parlent des violences qu'elles subissent et déposent des recours. Et donc, ces chiffres sont comptabilisés. Donc, c'est pas qu'il y a des endroits où on se fait attaquer de partout. C'est vraiment une manipulation des chiffres. Je ne vais même pas revenir sur les demandeurs d'asile, etc., etc. Elle enchaîne après sur l'école la plus inégalitaire d'Europe, sachant ce que la droite a fait à l'école. C'est pas piquer des verres, sans compter l'hôpital, dont elle dit qu'il vit très mal. On peut se rappeler qui a lessivé l'hôpital. Collègue président de région Xavier Bertrand, coucou Xavier si tu nous regardes. Non, juste un truc là-dessus, parce que tu as soulevé là un lièvre qui me paraît intéressant, et je vois que ça réagit aussi en direct, mais je crois qu'on peut, dans une campagne, assumer qu'on est d'accord sur pas grand-chose, et c'est bien et c'est sain, qu'au moins, il ne faut pas travestir la réalité et les chiffres. Je prends l'exemple, désolé, je fais un peu d'autopromo, on m'a dit qu'il fallait pas trop en faire, mais j'en fais. Jeudi dernier, sur France 2, Yannick, on peut être d'accord ou pas avec ce qu'il dit, on peut être écolo ou pas, on peut considérer qu'il a raison ou qu'il a tort, mais l'article qui est sorti après, les papiers les vérificateurs qui ont été faits après, montrent qu'il n'a pas menti, montrent que sur chaque chiffre évoqué, que sur chaque réalité décrite, il dit la vérité. Et après, comme ça, chacune et chacun peut se faire une opinion. Là, ce que fait Pécresse, c'est dangereux. Et moi, j'étais sur le marché à Villeneuve-d'Ascq, je vous racontais ma vie, sur le marché à Villeneuve-d'Ascq samedi matin. Et non, juste avant, à LM, pardon. Et à LM, il y avait des militants LR qui étaient là. Donc j'ai proposé qu'on échange nos tracts pour qu'ils aient une bonne lecture écolo. LM, c'est pas très loin de Lille, pour les gens qui ne connaissent pas trop la géographie. Et c'était à Lille dans le Nord. Je vous encourage à y venir. En plus, il y avait un super soleil, c'était magnifique et tout. Il y a un marché, il y a une poule qui s'est évadée. C'était très drôle. Bon. Et j'ai du coup récupéré un tract, enfin, on m'a donné un tract LR de Valérie Pécresse. Et ben. J'ai fait le test après, au café, avec les gens qui étaient là dans le café, on a sympathisé et tout ça. Et en fait, j'ai arraché le parti où on voyait que c'était Pécresse, et j'ai montré aux gens, et j'ai dit, à votre avis, c'est de qui ? 9 personnes sur 10, on était une grosse dizaine, m'ont dit, c'est Zemmour ou c'est Le Pen. C'est terrible. La droite s'appelle les Républicains, et on avait un tract sur les questions de sécurité dont les chiffres étaient mensongers, dont les propos étaient inutilement alarmistes sur plein de sujets, et en fait les gens pensaient que c'était l'extrême droite. Et ça, c'est quand même assez inquiétant dans la période dans laquelle on est. Et ce que tu montres là, raconter n'importe quoi sur les chiffres pour faire peur, c'est vraiment une méthode qui n'est pas une méthode normalement républicaine et démocrate. Non, c'est une méthode populiste et qui n'oublie pas la politique. D'ailleurs, alors là, on va passer... qui met le fact-checking Jadot sur France 2, qui merci. montre voilà. Et on va repartir sur un autre extrait qui, là, nous a fait sourire tous les deux. Il faut bien. Hop. Vous me dites quand je peux lancer. Merci. Ils sont top en régie. On leur fait faire des trucs affreux. On est insupportables. Mes amis, vous avez vu que je suis la cible de toutes les attaques. Toutes les attaques. Depuis janvier. C'est vrai que les écolos, alors là pas aussi, du tout. c'est le bal des hypocrites. Chez En Marche, ils expliquent qu'ils sont là pour lutter contre les extrêmes. C'est leur seul combat. C'est le combat qui les mobilise. La vérité, c'est qu'il y a un jeu totalement malsain. Hop, j'arrête là. On a dit qu'on n'attaquait pas la forme, pour ne pas rentrer dans les trucs un peu sexistes. Oui, puis il y a suffisamment à dire sur le fond en plus. Mais là, quand même, le jeu d'acteur studio est un peu violent. Est-ce que juste on peut baisser le son du retour ? Merci beaucoup. Ce qui est intéressant là, c'est qu'elle fait un peu sa victime, alors que les écolos, on a connu, que ce soit pendant les municipales, pendant les régionales, des insultes à qui mieux de la part des républicains, mais des vraies insultes, des choses à caractère diffamatoire. On était des Khmers verts, on était des dangers, on allait ramener, je sais pas, la peste sur le monde. Et là, aujourd'hui... Elle arrive en nous disant « Ah ben c'est moi la victime, vraiment, tout le monde s'acharne sur moi ». C'est quand même d'une indécence absolument dingue.
Ouais, non, mais c'est vrai, tu as raison de rappeler, parce qu'on a entendu des choses. Enfin, on nous prévoyait l'apocalypse en plus dans les villes écolo. Alors, nous, on y va régulièrement, dans les unes, dans les autres. On fait le tour. Moi, j'ai vu, je la salue il n'y a pas longtemps, la maire de Poitiers. Bon, bah, j'ai le sentiment quand même que les gens sont plutôt contents. D'ailleurs, ça s'est vu aux élections d'après, Ouais, hein, puisque ouais, les ouais. listes écologistes y ont fait des très bons scores. Et ça se ressent quand on y va avec Yannick, puisqu'il est très bien accueilli. Donc, ça prouve que tout ça ne visait qu'à faire peur. Mais c'est vrai qu'il y a une forme là c'est fascinant, en fait, comment un certain nombre de candidats, je pense aux candidats de la droite dure, mais aussi aux candidats de l'extrême droite, dans cette campagne se victimisent et nous font croire, par exemple, que eux, ils sont finalement la pensée disruptive, qui ose affronter la pensée unique de la gauche et tout ça. Bon, bah en fait, ils doivent pas allumer les mêmes télés que nous, parce qu'en réalité, aujourd'hui, c'est plutôt nous qui devons lutter contre des vents contraires en matière de récits Et moi, je me souviens médiatiques. des régionales d'Île-de-France, où Valérie Pécresse était candidate, tête de liste, et où en fait, il y avait carrément des émissions brandées au logo Les Républicains, qui n'avaient qu'une seule fonction, c'est pendant 1h30 vilipender les écologistes, pas comme nous on le fait en décryptant le discours, en expliquant pourquoi est-ce qu'on n'est pas d'accord, en vérifiant les chiffres. Non, juste pour se moquer de nous. Et c'était sur Facebook comme ça. Donc ceci est quand même assez drôle. On va revenir à un autre truc assez drôle. Hop, et on va remettre le son pour qu'on ait le retour nous aussi. Mais je peux prendre la télécommande au pire. De l'arrogance, ça marche pas. Et quel contraste, mes amis, quel contraste, souvenez-vous, il y a 14 ans, c'était la présidence française de l'Union européenne par Nicolas Sarkozy. À l'époque, son meilleur ami. À l'époque, Nicolas Sarkozy, qui venait d'être en pointe dans la lutte internationale contre la crise des subprimes. À l'époque, Nicolas Sarkozy portait une parole de la France qui était respectée partout dans le monde. Ça a tellement bien marché. Qu'est-ce qu'il a fait à l'occasion de cette présidence française de l'Union européenne? Et mon moment préféré. Nicolas Sarkozy est allé en Géorgie. Et en Géorgie, il a fait reculer les chars russes qui voulaient envahir la Géorgie. Voilà, ça c'était Nicolas Sarkozy. Et ça n'a rien à voir avec aujourd'hui Emmanuel Macron. Petite parenthèse, si tu permets, Sandra. Je trouve, par contre, je vais attribuer une qualité à Valérie Pécresse. Dire autant de bien de quelqu'un qui s'évertue à dire autant de mal d'elle, je trouve que ça a une certaine classe, franchement. Bon, après, c'est peut-être du second, du troisième ou du millième degré. Hein. J'espère pour elle. Et après... Les chars russes arrêtés par Nicolas Sarkozy, c'est énorme. Je le vois bien sautiller pour les bloquer. Oui, mais c'est l'image de la place Tiananmen convoquée pour parler de Nicolas Sarkozy dans le développement de sa politique au nom de l'Union européenne. C'est quand même assez particulier. Ce qui est assez particulier aussi, c'est de considérer que Nicolas Sarkozy a lutté contre la crise des subprimes corps et âme, alors que de ce que j'ai pu voir, mais toi aussi, il a surtout aidé les banques. Du coup, de ce qu'on a pu ne pas voir en termes de lutte contre le. Donc voilà, et en prime, c'est quelqu'un qui ne va pas l'aider des masses. Donc voilà un petit moment assez magique. Bon, on va oui, juste Espouillasso, pardon, parce que moi t'avais loupé les questions. Espouillasso, non, mais il dit c'est fou, et ça touche un truc très juste. Ce qui est fou, c'est surtout de survendre un personnage avec autant de casseroles. Et c'est vrai que quand même, quand on se dit, comme Fillon il y a 5 ans, que la droite nous explique que les candidats de la moralité, de l'ordre, du respect de la justice, de la lutte contre le laxisme, aller chercher Sarkozy, qui est quand même un abonné des tribunaux. Oui. Là, il a la carte de fidélité, les points, et Eva Joly nous l'avait bien expliqué. Ah ouais, c'est vraiment là pour le coup, Sarkozy, il a la carte de fidélité. J'espère qu'il a des prix maintenant quand il y retourne. Mais vraiment, quand on est le parti de Balkany, etc. Bon, voilà. Mais l'ordre, l'autorité, c'est ce que nous avait dit Pécresse au Zénith il y a 2 semaines. Je suis la candidate de l'ordre et de l'autorité. Et ben qu'elle commence par faire la candidate de l'ordre et de l'autorité dans son propre parti, avant de venir donner des leçons. Et donc vraiment, la mise en avant de Sarkozy, elle est assez révélatrice aussi du fait que la droite est toujours prisonnière de ses vieux démons. Oui. Bon, on va passer à un sujet de souveraineté agricole pour voir un peu ce que Valérie Pécresse a à raconter sur l'agriculture. Et j'ai l'impression qu'on l'a fait un peu progresser côté taxe carbone. Souveraineté, ça veut dire quoi? D'abord, notre souveraineté agricole. Est-ce que vous savez que chaque semaine, 2 jours par semaine, vous mangez en moyenne des produits agricoles importés de l'étranger?
et qu'un quart de ces produits ne respectent pas nos normes environnementales, les normes environnementales qu'on impose à nos agriculteurs. C'est les normes environnementales faire respecter d'habitude. La souveraineté alimentaire de la France. C'est les mêmes, tu crois? Non, mes amis, il faut une autre politique. Il faut qu'on ait à nos frontières une vraie politique de protection. Tous ceux qui ne respectent pas nos normes environnementales, ils seront taxés. Ça s'appelle la taxe carbone. Et ça doit défendre notre agriculture, ça doit défendre aussi notre industrie. Notre industrie, allez, à qui on pose. Juste, moi, j'imagine j'espère qu'il n'y avait pas de députés européens LR dans la salle, parce qu'en fait, elle vient quand même d'expliquer que tout ce qu'ils font depuis des années au Parlement européen sur la régulation, sur la protection environnementale et sociale, etc., sur les traités de libre-échange, qu'en gros, tout ce qu'ils font là, bon, donc c'est quand même bizarre, ça doit pas, peut-être qu'il y a un problème de coordination entre son groupe au Parlement européen et elle, ou alors peut-être que c'est juste de la com en période électorale et que quand même, on peut être sûr d'une chose, c'est que si elle est au pouvoir, ça ne changera pas. Mais tu noteras vous noterez, je ne sais pas comment ça vous fait réagir, mais qu'en fait, le vote écolo, la pression écologiste, les mobilisations climat, etc., ça fait que même la droite, elle est obligée de virer sa cutie et de dire des trucs qu'elle n'a pas trop l'habitude de dire. Et de faire semblant, mais ça prouve qu'on a sans doute une part de vérité quand même dans ce qu'on raconte. Ouais, mais en fait, elle ne change pas sur tout, parce que tu vas voir, après la souveraineté, juste après la souveraineté agricole, on va passer à la souveraineté énergétique, et là... Et puis il va falloir défendre notre souveraineté énergétique. Vous avez vu flamber les prix de l'énergie, vous avez vu flamber les prix de l'essence. Nous avons une filière française d'excellence qu'Emmanuel Macron n'a eu de cesse que de détruire. C'est la filière nucléaire. Tu vois, on revient au fondamental. C'est EDF, le grand énergéticien français. EDF, à qui Emmanuel Macron a mis boulet au pied sur boulet au pied. Alors évidemment, comme c'est le président du zigzag permanent, sous la pression de l'opposition, sous la pression des Français, il est en train de faire volte-face. Et après avoir fermé Fessenheim, après avoir annoncé la fermeture de 12 réacteurs, le voilà qui aujourd'hui nous annonce la construction de 6 nouveaux EPR et le sauvetage d'EDF. Mais... C'est génial, cette espèce de course entre Macron et Pécresse, de qui est le plus pro-nucléaire des deux. C'est assez fascinant. Bon, on est rassuré quand même, rien ne change sous le soleil de la droite française qui est restée bloquée dans les années 60. En fait, Valérie Pécresse, elle voulait être l'héritière de Sarkozy. En fait, elle est la prédécesseur de Georges Pompidou. Mais c'était juste pour vous rassurer sur le fait qu'on ne les a pas encore fait avancer sur tout, mais quand même, ça progresse. Au moins, la droite reste constante. Le nucléaire, que le nucléaire, toujours le nucléaire. Il y a quelque chose qui ne bougera jamais. Et juste, ça partait bien sur la crise de l'énergie. Il manquait juste des années de prévoyance de ce qui est en train de se passer, qui va se produire à répétition. Et qu'en fait, on est devant des crises qui sont anticipables et qui impliquent de changer de modèle, qui impliquent des mesures structurelles et pas juste de venir dans un meeting dire le nucléaire, dans 20 ans, en construisant des fiascos environnementaux et financiers, ça va nous sauver. Mais bon, au moins, on est rassuré. Valérie Pécresse is Valérie Pécresse. René Coty. En anglais. Ouais, pardon. Excusez-moi, je vais me faire engueuler. Celui-là, il est... Ah, ça y est, je l'ai chopé. Alors, là, c'est... écoute, en fait, je vais vous le passer. Et vous allez me dire à quoi ça vous fait Équipoise 3349. Ouais. Ce ne sera pas des zigzags avec elle, mais des loopings. J'ai trouvé ça drôle et poétique. Joli. Alors, c'est un peu un festival de punchline, ce meeting de Valérie Pécresse. Pas tout hyper compréhensible, genre les petits pois. Alors, attention, sois attentif, ça dure 10 secondes. Alors oui, il faut reprendre le contrôle, là encore. Il faut un principe d'impunité zéro. Nous ne pouvons pas laisser notre justice devenir la justice des victimes oubliées. Alors là, je ne sais pas si elle veut l'impunité zéro pour Sarkozy, pour Fillon, pour les autres. En fait, c'est assez drôle, cette façon de dire impunité zéro, mais jamais pour les miens. Parce que les miens, ils sont forcément, c'est pas pareil. Et ça, c'est gênant, en fait. Au bout d'un moment, ça se voit. Enfin, je sais pas. À un moment donné, ils doivent se dire, les gens voient qu'en fait, on ment. Non? Je sais pas.
Alors, soit il y a beaucoup de déni, en même temps, ils sont capables d'un grand déni climatique, donc peut-être qu'ils sont capables d'un déni, d'un auto-déni judiciaire. Mais c'est vrai que c'est cocasse, quoi. C'est avoir commencé, ce qu'on disait tout à l'heure, commencer le meeting par un hommage à Nicolas Sarkozy, qui est quelqu'un de tellement fort et génial que d'ailleurs il n'a pas été réélu à la présidence de la République. Ça, c'est mesquin, mais j'aime. Non, mais voilà, et qu'il était tellement un bon président qu'à la fin, quand même, les gens l'ont mis dehors. Bon, on repassera. Mais surtout, il y a quand même une question d'exemplarité, d'éthique, au moins de respect, je n'ai même pas besoin d'exemplarité, au moins de respect de la loi quand on est chef de l'État, quoi, ou quand on aspire à l'être. Bon, donc c'est vrai, j'avais pas relevé dans le. On remet pas tous les passages sur les zones de non-France quand elle parle des banlieues, mais en fait, il y a quand même une disparité une différence qui est problématique dans la vision qu'assume totalement Valérie Pécresse de dire, ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, en fait, on va les punir au centuple, en plus de ce qu'ils ont, machin, tout ça. Donc la petite délinquance, la moyenne délinquance. Et par contre, les miens, jamais aucun souci. Il peut y avoir de la grande délinquance. Je ne veux pas faire non plus du... Tu vois, mais bon. C'est une question intéressante. Petit Kiki nous demande si Fillon, il a rendu les sous. Ça, j'en sais rien. Mais il y a un truc sur lequel Valérie Pécresse, elle ne parle pas. Et j'y pense parce qu'en ce moment, on parle beaucoup de l'Ukraine. On en parlera dans les prochaines émissions. Ça, c'est pareil. Pécresse, elle est très silencieuse sur le rôle de Fillon auprès de Poutine, de la façon dont il gagne sa vie aujourd'hui, François Fillon. Donc, on y reviendra là aussi en matière d'exemplarité. Ah, oui. On pourrait y passer des heures avec Eva Joly. Mais d'ailleurs, je crois qu'Yannick a demandé à Pécresse de se désolidariser, quoi. Alors, c'est pas le seul ancien dirigeant européen, Fillon. Il y a aussi le social-démocrate allemand Gerhard Schröder qui bosse pour Gazprom. On a quand même aussi, dans la classe politique des vieux partis européens, et notamment la droite française, une espèce de compromission avec Poutine qui explique peut-être une part de la complaisance de ces dirigeants politiques-là. Or, on ne peut pas s'acoquiner comme ça avec des dictateurs. Et c'est ça aussi pareil sur Sarkozy. Il y a eu, après la présidence de la République, des conférences payées grassement pour aller donner ses bons conseils. Bon, pareil, quand on n'a pas été capable de se faire réélire et qu'on était si fort que ça, moi, je ne paierais pas pour des conseils de Sarkozy. Mais enfin, bon, ça, chacun fait ce qu'il veut de son fric. Mais voilà, ça pose quand même des vraies questions en matière juste de démocratie et d'équilibre dans notre République. Alors, on n'a plus que 2 petits extraits. Et après, on passe à autre chose. Et je pense qu'on va passer à la chasse et qu'on va finir par la météo. Je check avec la régie. Si tu veux. Du coup, alors là, soyez un petit peu attentifs et attentives, parce que c'est de nouveau une phrase pas forcément évidente à comprendre, même dans son contexte. Eh bien, nous ne pouvons pas être un peuple sans légende. Quel peuple est sans légende? Est-ce que vous croyez que les États-Unis... Quel peuple à mourir de froid? Les peuples sans légende sont condamnés à mourir de froid. Eh bien, nous ne pouvons pas être un peuple sans légende. Alors, je pense... Attends, on peut la répéter? Les peuples sans légende sont condamnés à mourir de froid. Alors, je pense qu'il y a une référence derrière. Donc, si quelqu'un l'a... moi, je suis hyper preneuse. Mais de but en blanc, comme ça, j'ai pas tout à fait compris quel était l'enjeu de la chose. Les seules légendes que je connais, c'est celles qu'on a reçues ici. Noël, ma mère, Eva Joly. Mais alors là, un peuple sans légende... Moi, je connais des séries sur les légendes aussi. Puis ça veut dire quoi, être un peuple sans légende? Enfin, je ne comprends rien dans cette phrase. Moi, alors, je dois être très bête ou très fatigué avec la campagne qu'on mène. Mais je ne comprends rien dans cette phrase. Un peuple sans légende. Pour moi, les légendes, il y en a plein. Bon, personne ne comprend. Ah, ça nous rassure. Personne ne comprend. On n'est pas les Pour moi, les légendes, c'est les légendes de nos régions, les légendes populaires, tout ça, les histoires de sorcières, etc., etc. La légende Sarkozy, peut-être chez Valérie Pécresse. Ah oui, peut-être. Moi, je préfère, dans ce cas-là, mourir de froid. Bon, allez. Et le dernier extrait, il est un peu long, il fait 2 minutes. Il est sur la vision de Valérie Pécresse de la droite et de l'écologie et de comment en fait la droite est hyper écolo. Je sens moi, que ça va être sympa, ça. Beaucoup, ce petit passage-là. Les enfants à y aller. Et j'ajoute que mes chers amis, qu'il faut pour les bacheliers, leurs familles sont la fierté de leur quartier. Ils doivent devenir. Nous allons protéger notre école, mais nous allons aussi protéger notre environnement et notre planète. On y arrive. Et je le dis ici, dans les Alpes-Maritimes. Certains disent que l'écologie ne serait pas de droite. Ouais, plutôt. Je pense qu'ils n'ont pas bien suivi le film des 20 dernières années.
Il y a d'abord eu le grand discours de Jacques Chirac à Johannesburg qui alertait sur notre planète qui brûle et tous les hommes qui regardent ailleurs. Et ensuite, il y a eu le Grenelle de l'environnement de Nicolas Sarkozy. Nous avons été les premiers à nous saisir de ces sujets environnementaux. Et pourquoi? Mais parce que quand on aime ces paysages, quand on aime sa nature, quand on aime, j'allais dire, la France, eh bien, on veut la préserver, on veut la protéger. Nous sommes le parti de la transmission. Nous savons bien que cette planète, nous en héritons. Là, elle galère. Et surtout, nous l'empruntons à nos enfants. Nous l'empruntons à nos enfants, nous voulons leur léguer meilleur. Et moi, je sais que la jeunesse de France attend de nous que nous soyons au rendez-vous de l'urgence climatique. La jeunesse de France attend de nous que nous soyons très puissants sur l'écologie, mais une écologie humaniste, une écologie des solutions, une écologie qui n'est pas une punition, une écologie qui n'est pas l'écologie de la décroissance. Nous allons inventer cette nouvelle écologie, cette nouvelle croissance plus sobre. Mais vous le savez peut-être, il y a une conférence à... Elle n'a pas fait écologie LV1. Non, parce que bon, c'est pas d'une évidence. C'est assez magique parce que quand même, alors elle place 2-3 taquets aux écolos. Bon, ça, on a un peu l'habitude. Elle réécrit l'histoire parce qu'en fait, Jacques Chirac fait effectivement un très beau discours sur la planète brûle, mais il fait pas grand-chose derrière, pour dire les choses de façon hyper diplomatique. Nicolas Sarkozy fait le Grenelle de l'environnement, certes, mais la moitié des participants s'en vont ou protestent après, parce qu'en fait, c'est la montagne qui accouche d'une souris. Il y a l'espoir énorme qu'il se passe quelque chose, et puis plus rien après. Et en fait, elle oublie la moitié de l'histoire. Alors oui, il y a 20 ans de discours, voilà, et puis pas d'action, sauf qu'aujourd'hui, la jeunesse à laquelle elle veut parler en disant « je vous ai compris », parce que c'est quand même le « je vous ai compris ». Mais discount. Ouais, hyper discount. Ben, elle atteint des actes qui sont jamais venus, et si on est dans cette situation aujourd'hui, c'est parce que la droite, qui a eu le pouvoir en France quasiment tout le temps, a toujours considéré que l'environnement, ça commence à bien faire, comme disait l'autre. D'ailleurs, oui, ça je me disais, puisqu'elle cite abondamment Nicolas Sarkozy qui avait dit il y en a marre de l'environnement. En fait, il y a un truc qui parle, parce que les discours, c'est bien, on peut à peu près tout dire, et y compris d'ailleurs, on voit dans cette campagne que sur la question du climat, et comme tu le disais, il y a une vraie attente des citoyennes et des citoyens. Tout le monde sent bien qu'on est dans un moment décisif pour l'avenir de la planète et de l'humanité. Dans les discours, on peut tout dire, mais il faut regarder là aussi les chiffres qui ne mentent pas la réalité. La réalité, c'est que des décennies de gouvernement de droite et malheureusement aussi de gauche, en fait, on n'a pas réduit nos émissions de carbone. On n'a pas pris les tournants qu'il aurait fallu prendre pour la transition écologique et énergétique. Donc quand Pécresse nous invite à regarder les 30 ans de la droite pour dire regardez sur l'écologie, on regarde, ça parle de soi-même. S'il y a une personne en France qui pense qu'on est mieux armé pour faire face au choc climatique maintenant qu'il y a 20 ou 30 ans grâce à ces gens-là, je veux bien la rencontrer, on l'invitera, on fera une belle émission avec elle ou avec lui. Bon, je me marre en lisant ce que vous dites. Il y a je vais toujours écorcher vos noms, désolé. Enfin, vos pseudos. Espou Sayo, je dois reconnaître que j'ai bien aimé ce sketch dans le meeting. Ça m'a fait à peu près le même effet. C'est pour ça que Benjamin m'a retrouvée en train de faire des imitations de Valérie Pécresse, dont une qu'il a filmée, et je vous promets que je ne vais pas la retenter. Il y a Stéphane Keldan qui dit « Oui, le roman national est un truc remis à la mode depuis quelques années. CF Macron et Berne sur l'origine de la langue française. » Le roman national, c'est surtout comment est-ce qu'on réécrit souvent l'histoire nationale, parce qu'il n'y a pas un roman, tous les historiens vous le diront, il y a des histoires qui construisent une grande histoire, mais c'est certainement pas un roman national. Orland dit transmission des héritages. Ouais, en fait, elle fait tout un truc dessus juste après, donc bien vu. Elle argumente son discours autour du parti et de la candidate des héritages. J.S. Herpin a un peu mal au cœur. Je pense que c'est à cause des discours de Pécresse. Je suis pas sûre. C'est parce qu'on tangue trop. Et oui, c'est en opposition au parti de la transition. Tout à fait. Il y a une demande d'imitation, Sandra, pour toi. Non, mais je suis pas assez chaude là. Et puis surtout, on va parler chasse juste après parce qu'on fait attendre la personne avec qui on a rendez-vous.
On a rendez-vous tout à fait. Il y a Petit Kiki qui dit « J'ai adoré la tirade de Yannick Jadot », mais c'est Jadot sur les douches froides dans le noir. Oui, c'est souvent ça. C'est pour ça qu'on vous disait en fait qu'elle se plaigne d'être la victime. Vu le nombre de fois où elle nous caricature, bon, on s'est dit qu'on pouvait le faire aussi un peu à notre tour. Et tu vois, on n'a même pas caricaturé, on est resté sur les faits. Donc on est vraiment de trop bons élèves, je pense. Il y a Queen Kerala qui dit que Benjamin, tu es un très bon imitateur aussi. On verra ça. On doit se connaître, mais peut-être pas dans la même vie que celle où on est maintenant. On va passer, parce que là, vous avez vu que malheureusement, on a encore une actu chasse pas cool du tout, avec de nouveau la mort d'une personne, d'un accident de chasse, dont on nous dit que la chasse est beaucoup mieux encadrée, etc. Sauf que quand on regarde un peu autour de soi, notamment quand on vient de la campagne, on s'aperçoit que des accidents de chasse, il y en a énormément. Je crois que sur les 10 dernières années, il y a 400 morts de la chasse, tout ça. Et il y a un collectif qui s'est monté, qui rassemble un peu toutes ces histoires, qui s'appelle Un jour un chasseur, que vous pouvez trouver sur Instagram. Je crois qu'on va voir Mila tout de suite. Pardon, on a comment est-ce qu'on dit jingle en français ? Générique. On a un générique et on passe de suite. Générique intermédiaire, c'est parti. Bonjour Mila. Bonjour. Bonjour, là, alors il faut que je remette un retour ou... Non, c'est bon. Attendez Mila. Ou attends, je ne sais pas si on se tutoie ou on se voit. On essaye juste d'avoir le son. Il faut parler pour avoir le son. Allez-y. Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous ai... Est-ce que vous m'entendez ? Alors, on entend de très très loin, mais on va régler le problème tout de suite. D'accord. Je pense que c'est sur le casque au lieu d'être sur la baffle. Et d'un coup, ça va aller beaucoup mieux une fois que la baffle est remise. Merci d'avoir patienté. En tout cas, on vous voit, donc tout va bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, à vous la parole sur comment s'est monté ce collectif, qu'est-ce que vous faites, comment vous mettez en avant un petit peu toutes ces histoires tragiques qui ont lieu tout le temps et comment est-ce que ça peut servir à essayer de faire changer un petit peu les choses. Alors, le collectif Un jour un chasseur, il s'est monté l'an dernier suite à la mort de notre ami Morgan King. Donc, il a été tué dans le Lot. Il avait 25 ans, donc comme Mélodie Coffey qui a été tuée ce week-end, et comme elle, il était aveyronnais. Donc, en fait, les deux drames se sont passés vraiment pas loin, à 1 an d'intervalle. Et nous, à ce moment-là, on s'est rendu compte que les langues se déliaient, que tout le monde autour de nous avait des anecdotes à raconter sur des choses qui leur étaient arrivées avec des chasseurs. Et donc, on a décidé de collecter cette parole pour aussi libérer la parole des ruraux en fait, et briser cette omerta qui règne sur nos campagnes. Et donc, on a créé ce site Instagram sur lequel on relaie ces témoignages. Voilà, donc Un jour un chasseur, donc le principal objectif est de libérer la parole, relayer cette parole, et puis en synthétisant les aspirations des ruraux, proposer un certain nombre de choses en fait à changer au niveau des pratiques de chasse. Et ça, c'est un truc, en fait, tous les gens qui viennent de la campagne, on connaît ça, c'est que quand c'est la période de chasse, on n'a plus trop la possibilité d'aller se balader. Moi, je me souviens, gamine, on en parlait tout à l'heure, mais gamine, je sortais avec la doudoune hyper colorée, en hurlant à tue-tête, alors que j'étais juste devant ma maison, pour faire en sorte que, dans l'espoir que les chasseurs qui étaient là aient une bonne vision et une bonne ouïe, ils ne se mettraient pas à tirer à côté de moi et que je serais sans danger. Et ça a été à peu près toute mon enfance sur les périodes de chasse. Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, et en fait c'est très compliqué. Je vais passer sur les histoires sordides de lutte de territoire, quand on a des parents qui ont des terres parce que c'est leur métier de faire pousser des choses dans la terre, mais effectivement dès qu'on est à la campagne on peut avoir ça. Alors j'ai eu plein de copains qui étaient chasseurs, qui eux étaient hyper cool, qui donnaient à manger aux animaux pendant l'hiver, etc. On va pas caricaturer. En revanche il y a un vrai problème avec la chasse, un problème de sécurité. Et ce qu'on voit de plus en plus, c'est que c'est beaucoup lié à la qualité des armes qui sont de plus en plus costauds, fortes, etc. Oui, alors, c'est ça tout à fait. Ils ont des armes aujourd'hui pour les armes gros gibier qui sont létales jusqu'à 3 km. Et ça pose un vrai problème de cohabitation dans l'espace et dans le temps, en fait, dans nos campagnes. Et ça, on le voit aujourd'hui.
ce drame en fait revient dire qu'il est plus que nécessaire qu'il faut en fait des moments sans chasse dans la semaine pour protéger en fait les ruraux, les personnes qui veulent se profiter de la nature en fait simplement. Et en fait, ce qui est fou, c'est que ce que vous demandez, ce que nous on demande, ce que beaucoup de ruraux demandent, c'est juste d'avoir le droit de profiter un peu de l'espace naturel, voilà, d'avoir accès à la forêt, pouvoir se balader, etc. Et on a l'impression que cette demande-là, c'est colossal, qu'en fait on priverait les chasseurs d'un truc que, particulièrement quand on parle du week-end, alors là c'est folie furieuse. Moi, ça me fait quand même doucement sourire parce que je sais pas. Ah oui, il y a Marion qui précise, Marion 75-79 qui précise sur le chat, un féminicide sur 4 est fait avec une arme de chasse. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des chiffres qui montrent une corrélation, que ces armes, elles servent pas que à chasser, elles servent aussi à des actes répréhensibles, enfin des meurtres ou des tentatives de meurtre. Et donc, il y a un problème avec ces armes aujourd'hui. Il y avait quelques temps, je sais pas si vous l'avez référencé chez vous, mais cet accident sur l'autoroute où cette personne était juste en train de rouler sur la route ou sur l'autoroute. Un groupe de chasseurs chassaient un sanglier, donc avec des armes très très puissantes, comme vous disiez, et la balle est passée sur plusieurs centaines de mètres, même kilomètres, et est allée rentrer dans la nuque d'une personne qui conduisait. C'est ça aujourd'hui ce qu'on a comme dérive de ces armes de chasse, et c'est ce qui n'est plus possible. Et juste quand on demande de pouvoir avoir des moments où on est sûr que même en étant loin, on ne puisse pas être touché, on a l'impression de toucher à quelque chose de dramatique. Mais c'est ça, on a l'impression vraiment que c'est impossible, alors que c'est vraiment restreindre des libertés, alors qu'aujourd'hui, la plupart des habitants dans les campagnes, comme vous disiez, ont peur, ont ce sentiment de peur et s'empêchent en fait d'aller se promener, d'aller faire du cheval, de l'équitation. On reçoit en fait des messages des licenciés des fédérations équestres, par exemple, qui sont extrêmement, qui se sentent vraiment en danger en période de chasse. Enfin, n'importe qui en fait qui fait du VTT peut se mettre en danger. On a vu qu'il y avait plusieurs VTTistes qui ont été tués, Marc Sutton, Fabio Butali. C'est quelque chose qui arrive régulièrement. Et cet automobiliste, pareil, c'est pas le seul. Joël Villard, avant lui, il y avait eu Francis Collet, et il y en a eu d'autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut pas tolérer en fait cette mise en danger qui est quand même, faut le dire, permanente. Les faits attestent qu'il y a un vrai problème d'insécurité. Et on en parlait avant, et après je remonterai les questions qu'il y a sur le chat, mais vous me disiez, ouais, mais ce qu'on oublie, c'est qu'autour, il y a des familles, il y a des amis, enfin, il n'y a pas juste un accident de chasse, il y a une réalité, c'est-à-dire qu'on perd quelqu'un et ça ne s'arrête pas là. Mais c'est ça, parce que en fait, souvent l'argument qui est donné pour être contre en fait le dimanche ou le week-end sans chasse, c'est oui, mais ça va pas empêcher les accidents, il se passe aussi la semaine. Bon, mais en fait, il y a cette chose des drames, mais il y a aussi le sentiment d'insécurité. On a des gens qui s'empêchent d'aller se promener. Effectivement, les familles, les amis en fait des victimes qui sont décédées, en fait, il y a un véritable traumatisme qui peut durer des années et qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on se retrouve avec des villages entiers qui peuvent. Enfin, il y a cette peur qui est là, et c'est le cas vraiment. Enfin, je veux dire, depuis un an, j'en atteste. Quand je vais dans le Lot, je ne me sens pas en sécurité. Quand je rentre chez moi, que je suis dans la voiture, depuis que Joël Villard est mort encore en novembre, je passerai entre l'autoroute sur la 4 entre Rennes et Mantes. Je sais que c'est possible, je sais que ça peut arriver, parce que c'est déjà arrivé, et ce sentiment de peur est quand même un vrai problème. Moi, j'ai une question, parce que j'avais rencontré votre collectif avant que vous rencontriez la secrétaire d'État chargée de ces questions. Et concrètement, moi j'ai une conviction dans cette affaire, et après vous nous direz comment ce que vous ont répondu les autorités et le gouvernement. C'est qu'en fait, c'est un vrai problème de sécurité publique, en réalité, face auquel on est confronté, et pour n'importe quel autre cas que la chasse, avec autant de victimes, autant de risques, le gouvernement, il aurait fait une belle conférence de presse avec le ministre de l'Intérieur pour dire on veut lutter contre l'insécurité, le sentiment d'insécurité. Il aurait pris des mesures fortes pour agir, comme on l'a fait sur l'insécurité routière, comme on l'a fait sur plein de causes comme ça, où à un moment donné, on a vu une situation dramatique et on a agi. Et en fait, il y a un lobby
qui a table ouverte à l'Élysée, le lobby des chasseurs, alors qu'il y a moins de chasseurs. Historiquement, on diminue le nombre de chasseurs, mais ils ont une influence politique de plus en plus grande, surtout avec ce président. Et voilà, qui leur a tout passé, la division par 2 du prix du permis de chasse. Voilà. Et donc, quand vous avez rencontré la secrétaire d'État chargée de ces questions, est-ce que vous avez senti ce poids-là d'une espèce d'inertie des pouvoirs publics ? Absolument, absolument. Et depuis 1 an, on se rend compte que c'est toujours là. C'est-à-dire que nous, on est arrivé en février dernier, les demandes qu'on fait dans notre pétition, on les a exposées en fait au gouvernement. On leur a montré, on leur a dit ça, c'est les demandes, en fait, c'est les mesures urgentes qu'il faudrait mettre en place, qui sont mises dans tout un tas de pays, parce que ça aussi, on l'a pas dit, mais le dimanche ou des jours sans chasse par la semaine, la France est quand même en retard par rapport à tout un tas de pays européens. C'est quand même une exception française qui est pas un jour national sans chasse. Et encore aujourd'hui, le gouvernement va dire que voilà, non, c'est pas envisageable et que c'est à un niveau local qu'il faut régler ça, alors qu'en fait, c'est plutôt complètement ahurissant qu'il n'y ait pas de jour sans chasse aujourd'hui en France. Et comme en témoigne le fait que là, par exemple, je pense à ça, ces drames, en fait, ils sont relayés dans la presse étrangère au Royaume-Uni. Le Guardian, il a fait un article, ça choque en fait nos voisins européens, que la France, en fait, voilà, notre gouvernement actuel ne se positionne pas clairement et fortement en fait sur ça et ne mette pas en place de vraies mesures qui ne seraient pas juste de la signalisation, parce qu'en fait c'est ça qu'on nous dit. On nous dit en gros faut mettre des panneaux, on va informer la population. Mais en fait Joël Biard dans sa voiture, il serait quand même mort s'il y avait eu des panneaux, s'il savait où était la chasse, il serait quand même mort dans sa voiture. Morgan Keane aussi. Et cette jeune fille sur ce chemin de randonnée balisé, elle serait aussi morte. Donc ça ne change rien et c'est pas ça la question et c'est pas ça le problème. Ouais. Et en plus, on avait un mercredi sans chasse il y a quelques années en France. C'était les écolos qui l'avaient mis en place, si je ne m'abuse. Et à cette époque-là, ça avait créé une levée de boucliers parce que les chasseurs ne pouvaient plus aller chasser. Là, aujourd'hui, on nous dit que si on fait ça le week-end, c'est pas possible parce que les chasseurs ne peuvent chasser que le week-end. Alors que les promeneurs, eux, ça va faire poser des congés pour aller se promener la semaine, parce qu'il faut que le week-end soit réservé aux chasseurs. Enfin, on est sur un truc... donc il y a un truc incohérent. Alors, j'ai dit que je faisais remonter les questions du chat, donc je le fais. Il y a Petit Kiki, je suis désolée, c'est les pseudos, qui dit, qui demande, est-ce qu'on a une exception française sur la chasse? Est-ce qu'on a plus de chasseurs, plus d'accidents? Alors, on a une petite exception française sur le fait, comme le disait Mila, qu'on n'a pas de jours sans chasse. Genre, les Anglais, ça fait 200 ans qu'ils ont un dimanche sans chasse, et franchement, les chasseurs sont pas morts du tout là-bas, et c'est pas un souci, donc voilà. Oui, il n'y a aucune tension d'ailleurs là-bas. Moi, j'étudie là-bas et je peux vous dire qu'il n'y a absolument pas de problème aujourd'hui. C'est pas un sujet de société comme ça l'est en France. Et voilà. Et c'est pas instrumentalisé, quoi. Oui, c'est ça. Pardon, c'était sur l'exception française sur les accidents. Oui, effectivement, le fait qu'il y ait des non-pratiquants qui soient tués, ça, c'est un cas absolument... c'est rare, en fait, que ça se passe à l'étranger. Et de fait, la presse étrangère relaye les morts en France. Et c'est pour ça que c'est pour ça qu'on se dit qu'il y a des moyens d'agir, de faire en sorte que ça n'arrive pas. Parce que si ça n'arrive pas dans les autres pays, c'est qu'il n'y a pas de raison que ça arrive chez nous. Donc c'est qu'il y a des moyens d'empêcher que ça arrive chez nous. Donc c'est qu'on n'a pas utilisé ces moyens jusqu'ici. Donc ça veut dire qu'on aurait pu éviter ces morts, ces accidents, parce qu'il y a aussi toutes les personnes qui sont accidentées à vie parce que accident de chasse. Alors je sais bien que les chasseurs disent toujours oui, mais le plus grand nombre de morts et d'accidentés, c'est chez les chasseurs. On va pas se réjouir qu'il y ait des chasseurs morts et accidentés, au contraire. Donc il faut vraiment agir. Ce qui est moi, ce que je trouve dans ce débat intéressant, c'est que nous, on est souvent accusés de faire de l'idéologie. On nous dit, vous êtes des idéologues, des écolos, etc. Là, ceux qui font de l'idéologie, c'est ceux qui persistent à raconter une espèce de mythe de la chasse, droit ancestral. Ouais, il y a plein de droits. Par ailleurs, il y a plein de trucs qui étaient ancestraux. On se bat quand on est un peu progressiste, et je pensais que c'était le cas de ce gouvernement. Genre l'esclavage, on est plutôt content l'esclavage, genre le aboli. patriarcat. Enfin, on se dit quand même que globalement, il faut aller vers une société du progrès où on vit mieux et on vit en meilleure harmonie. Et puis la crise, elle a montré aussi le confinement, le besoin de retour à la nature, le besoin de se sentir bien avec le vivant, de préserver aussi un certain nombre d'équilibres avec la nature et le vivant. Et là, en fait, je trouve qu'on se heurte à une idéologie de dingue, parce qu'on le disait, pragmatiquement, de façon sérieuse, il y a des mesures à prendre rapidement. Et moi, je veux juste vraiment vous dire un grand merci, un grand bravo, parce que le travail que vous faites
de recensement, de conviction qui se fait avec des moyens beaucoup plus faibles que ceux du lobby de la chasse. Il est un travail précieux et important pour toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans ce combat-là ou qui sont pas toujours en ayant été touchés directement, parfois juste en ayant la trouille au ventre d'aller se promener le week-end, ce qui est déjà énorme et ce qui est déjà un truc qu'on ne devrait pas laisser passer, mais qui grâce à vous, ont l'espoir qu'on va pouvoir faire changer les choses sur ce terrain-là. Et franchement, c'est précieux dans le moment dans lequel on est. Alors, je continue les remarques et questions. Il y a Équipoise 3349 qui dit « Mais du coup, vous proposez quoi? Parce que si la chasse est juste limitée le week-end, les armes pour les féminicides, il n'y en aura pas moins. » Justement, on ne propose pas que d'avoir des jours sans chasse, on propose aussi d'avoir un débat sur les armes. En tout cas, c'est ce que vous portez. Ça fait partie des questions que vous portez côté un jour un chasseur, non? Absolument, on s'est rendu compte pour toutes ces questions de féminicide, de suicide, de meurtre, règlement de compte. En fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de comptage justement à l'échelle nationale avec des vraies statistiques. Il y a un vrai manquement. Ce qu'on peut avoir, c'est en feuilletant la presse finalement, et c'est quand même très compliqué d'avoir ces données, ce qui est déjà un problème. Et en fait, nous, dans une de nos demandes, est-ce qu'il y ait un véritable contrôle de l'État sur les personnes qui détiennent légalement des armes de chasse, puisque quand il y a un féminicide qui est commis par un chasseur qui détient donc son arme de manière tout à fait légale et dont la compagne a porté plainte à de nombreuses reprises, il devrait y avoir un traçage, etc. Mais pour l'instant, ces armes-là, en fait, on ne sait pas combien de personnes détiennent des armes en France, qui les détient, et puis si ces personnes ont un casier judiciaire, je sais pas, un certain nombre de problèmes psychologiques, physiques, etc., qui normalement en fait leur donneraient pas l'habilité à détenir l'arme, parce qu'il y a aussi cette question des héritages des armes de chasse qui se pose. Donc ça rentre en compte. Merci. Alors, argument assez fréquemment utilisé, mais je vais quand même le donner parce qu'il est dans le chat. C'est Nita65 qui se connecte pour la première fois, donc peut-être pour prendre le parti des chasseurs. Je suis peut-être paranoïaque. Vous me direz, Nita. Je ne veux pas défendre les chasseurs, mais c'est pas parce qu'il y a des accidents domestiques avec des couteaux, des gazinières, etc., qu'on interdit tout ça. Alors ça, c'est vraiment un argument de chasseur qu'on connaît par cœur. Je permets un truc à Nika, c'est que, en l'occurrence, la chasse est une activité qui peut se réguler. Or, faire la cuisine, c'est un argument. C'est comme si on disait, il y a des normes qui ont été instaurées sur le matériel. C'est comme si on disait, il y a plus de morts dans le crash d'un Boeing qu'en une journée sur l'autoroute, j'en sais rien. Moi, je trouve que c'est un argument qui n'est pas recevable. Mais bon. Non, mais d'autant plus qu'il y a eu Pardon. Non, allez-y. Le premier objectif d'une arme à feu, en fait, c'est de tuer. Ce qui n'est pas l'objectif, l'utilisation normale, en fait, d'un couteau, c'est cuisiner ou là, souvent, on parle des voitures. Oui, mais en fait, le premier objectif d'une voiture, c'est se déplacer. C'est pas tuer. Donc, en fait, c'est pas du tout comparable. Pardon. Non seulement c'est pas du tout comparable, mais même sur les gazinières ou autres, il y a des normes de sécurité qui ont été rajoutées pour éviter les accidents. Donc même dans cet exemple-là, ça ne tient pas la route parce que, un, c'est pas fait pour tuer. Deux, si accidentellement ça tue, on prend des décisions pour que ça ne tue plus ou que ça n'abîme plus. Alors je continue. The Sheriff, c'est ça, dit « Tout le monde a parlé de la jeune de 17 ans qui a tiré et qui était choquée, mais personne ne parlait du compagnon de la dame qui a été totalement laissé de côté alors qu'il a assisté au décès de sa compagne. Personnellement, je ne me promène plus le week-end avec ma fille en campagne grâce à ces gens. » Je pense que c'est à cause de ces gens. Et Stéphane Keldan pour continuer. Perso, je suis contre la chasse amateur, la régulation, on laisse ça entre les mains des gardes forestiers. À la limite, chasser à l'arme de corps à corps, égalité des chances. Je crois que c'était de l'humour sur la dernière phrase. Mais c'est vrai que ça rappelle ce que vous disiez tout à l'heure, Mila, qu'on parle pas en fait, ou très peu, de ce que ça représente pour les victimes et les familles. C'est ça. Et qu'il n'y ait pas un accompagnement de ces victimes-là par l'État. Qui ne les considère pas. Là, vous avez dit, il n'y a pas eu de déclaration du gouvernement d'Emmanuel Macron sur ce drame. Et donc ça contribue à cette invisibilisation des victimes et le fait de, la minimisation, finalement,
de ce que ce drame peut provoquer. Invisibilisation contre laquelle vous luttez justement en mettant en avant les noms et les visages, ou enfin les histoires au moins de ces personnes, ce qui permet de ne pas laisser oublier ce qui se passe. Alors on a Grotesque qui fait de l'humour en disant « chasse à la glu que les jours pairs et glyphosate un jour sur deux ». C'est vrai que c'est un bon résumé de l'inaction actuelle. Tchac, tchac, tchac. Quand les gens se répondent, je ne lis pas, hein. Alors, Nita65 de nouveau nous dit il faudrait peut-être sortir un peu de la conception de l'écologie en version la chasse, les jardins publics, les petits oiseaux interdire. Enfin bon, c'est mon point de vue. Donc oui, on aura compris que Nita65 est là pour prendre le parti des chasseurs. Et ben, il n'y a pas de souci, on peut continuer la discussion. Puisque Nita continue en disant pourquoi la vie d'un chasseur vaut moins que celle d'un autre. C'est absolument pas ce qu'on a dit. On a dit le contraire. On a dit que justement c'était des chiffres qui devraient alarmer tout le monde. Voilà. Alors Stéphane Keldan nous donne un témoignage perso. Dans ma montagne on se balade, on entend des chasseurs, on fait gaffe. On croise un vieux pochetron défoncé au rouge à l'affût, pas cool. On croise les organisateurs de la battue, on leur dit pas cool, Raymond bourré. Ils nous répondent t'inquiète, on lui a donné des cartouches à blanc. Et on a demandé, vous avez vérifié qu'il n'en avait pas des vrais dans la poche. Un mec est parti en courant vérifier. Comme quoi, le dialogue, ça peut aussi aider à vérifier que tout se passe bien. Évidemment, l'alcool à consommer avec modération. Merci. On a Sevenor qui dit bonsoir. Comment comptez-vous interdire la chasse sur les domaines privés pendant les vacances et les week-ends ? Sur les domaines privés, en général, c'est la personne qui décide de l'usage de ces terres et souvent ne veut pas qu'il y ait de la chasse dessus ou pratique soi-même la chasse et en restreindre l'accès ou pas. On a plus souvent le cas de gens qui ne veulent pas qu'on vienne chasser. Pardon. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que c'est une exception aussi, c'est que en fait, d'office, enfin selon les territoires de chasse, les chasseurs ont le droit de chasser sur les propriétés privées des gens tant que le propriétaire n'a pas demandé explicitement sur l'ACA par exemple, qui concerne un tiers des territoires en France, de retirer en fait ces terres chassables. Donc cette question en fait des propriétés privées, elle est aussi à renverser. Les chasseurs aujourd'hui chassent sur des propriétés privées qui ne leur appartiennent pas. Pardon, je croyais que j'avais plus de son. Je disais que c'était un problème, je ne sais pas si c'était... Non, mais c'est des propriétés qui ne leur appartiennent pas. Elles n'ont pas de mur non plus. Elles n'ont pas de mur, ces propriétés privées. Si c'est des forêts, on a toujours des balles qui sont létales à 3-5 km, quoi. Et ça pose un problème encore. Donc... Tchac. Alors, on a des nouvelles personnes qui nous rejoignent, qui se plaignent que Yannick Jadot soit pas là pour parler de chasse, mais en fait c'est la chaîne de Yannick Jadot, mais il n'est pas là tout à l'heure. Par ailleurs, il était là tout à l'heure puisque était retransmis en direct son meeting de la tournée des possibles à Rouen. Voilà. Donc il peut pas être à Rouen et ici dans le sous-sol du QG de campagne à Paris. C'est ce que Nathan Terrain répond d'ailleurs. Là, je crois avoir fait le tour des questions, sauf si j'en ai oublié, vous me dites. J'ai laissé de côté les réponses que vous faites les uns les autres. Tchac. Il y a des gens qui admirent le fait qu'il y a pas mal de monde qui suit le compte Insta, 32 000 personnes, si j'ai bien vu ce qui était inscrit sur le chat. Ouais. On incite tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à s'abonner et à diffuser autour d'eux parce que c'est important d'avoir une banque comme ça qui rappelle, stocke, montre tout ce que ça provoque aujourd'hui. Encore une fois, on n'est pas en train de faire le procès des chasseurs, on est en train d'essayer de trouver un moyen de partager l'accès à la nature sans que les uns aient peur et les autres se sentent, je sais pas respectés ou que sais-je. Mais en tout cas, là, pour l'instant, aujourd'hui, on a des gens qui habitent en campagne ou qui veulent profiter de la campagne, qui ont peur, et un dialogue de sourds avec les représentants des organisations de chasse, les syndicats, pas forcément les chasseurs dans leur ensemble, il faut quand même distinguer, mais en tout cas, pour l'instant, un dialogue de sourds et pas une véritable envie de faire progresser. Il y a une pétition qui tourne pour les week-ends sans chasse, les jours sans chasse. Il y en a qui sont auprès du Sénat, l'Assemblée nationale. J'ai un trou, si vous pouvez le mettre dans le chat, le lien pour les pétitions. On en a fait une pour la campagne aussi. Allez la signer. Voilà, il faut faire vivre ces pétitions, il faut mobiliser autour. Il ne faut pas qu'à chaque accident de chasse, on se rappelle qu'avant, il y en a eu, je crois, vous avez sûrement mieux les chiffres que moi, mais je crois qu'il y a eu 400 morts sur les 10 dernières années. Sur 20 ans.
sur 20 dernières années. Ce qui est absolument colossal. Et on ne compte pas les blessés qu'il y a autour, et on ne compte pas les familles endeuillées, et on ne compte pas même les personnes qui ont donné la mort sans intention de la donner et qui vivent avec. Ce sont toutes ces personnes-là qu'il faut protéger en encadrant la chasse. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses que vous vouliez rajouter, Mila. Non, simplement qu'effectivement, il faut continuer à mobiliser et pas attendre qu'il y ait un nouveau mort, parce qu'il y en aura, il y en a déjà eu, et tant que rien ne sera changé, ça va continuer en fait comme ça. C'est sûr. 1 an après la mort de Morgane, Mélodie meurt, et parce que rien n'a été fait, et donc il est nécessaire aujourd'hui de réformer ces pratiques-là. Alors, il y a d'autres questions que je n'avais pas vues, ça s'est rafraîchi, mais on a répondu à certaines, comme C. Marzouchetti qui dit « Les chasseurs disent souvent justement que 80% de ces terres leur appartiennent. Qu'en pensez-vous » Donc, je pense que la réponse était non tout à l'heure dans ce que vous nous avez c'était ça la question, c'était que souvent, il y a 80% des forêts françaises, du territoire français sont privées. Mais oui, en fait, ce sont nos jardins aujourd'hui. Avec la loi Verdeil, les chasseurs ont, en fait, avec cette mission d'intérêt public, finalement, en fait, ils ont le droit de chasser tant que le propriétaire n'a pas retiré ses terres, ce que beaucoup de gens ne savent pas, en fait, et ce qui crée aussi des tensions à la campagne. Parce que souvent, on a des gens qui vont avoir des chasseurs dans leur jardin, qui sont dans une ACA, et ils vont leur dire, sors de là, t'es dans mon jardin, mais j'ai le droit, et donc il va y avoir une dispute. Et en fait, oui, les chasseurs ont le droit d'aller chasser dans les jardins des gens, suite à cette loi Verdeil. Et donc, en fait, quand ils ont cet argument des terres privées, on chasse sur des terres qui sont privées, c'est pas chez vous. En fait, non, c'est pas que chez eux non plus, en fait, c'est sur le territoire en fait de personnes lambda. Merci. Il y a Isagoub qui met son premier message sur le chat il y a une mention, on ne l'avait pas avant de premier message sur le chat. C'est triste que les chasseurs pensent qu'on veut systématiquement interdire la chasse sous toutes ses formes. On parle de réglementer avant tout. Quand quelque chose est dangereux, on met en place des règles de sécurité. Si elles sont insuffisantes, on les renforce. Ça paraît logique. C'est terrible que la chasse soit à ce point intouchable. C'est un bon résumé de tout ce qu'on vient de se dire. Ce qu'on dit quand même, c'est que nous, on veut que le problème de sécurité publique, de tranquillité publique posé par la chasse soit traité comme n'importe quel autre sujet le serait, c'est-à-dire avec pragmatisme, raison et une politique publique qui vise à protéger, c'est quand même, à protéger les usagers de la nature que nous sommes toutes et tous. Alors, il y a Americobat, et je finis les questions et après on vous libère, Mila, qui dit « Les chasses privées ne sont que des boucheries avec des animaux captifs élevés pour le loisir de quelques primates en manque de reconnaissance ». Bon, hors le vocabulaire très trash, c'est pas faux qu'on a beaucoup d'affaires, on a beaucoup d'agrénages ou d'animaux d'élevage qui sont du coup faciles à chasser parce qu'ils n'ont pas peur des êtres humains. Et on a même des affaires, grosses affaires, je me souviens d'un truc en Normandie, me semble, d'un énorme élevage de 300 sangliers démantelés par la police, parce qu'en fait, c'est pas vraiment toujours dans un cadre légal que ça se fait. Je sais pas si vous connaissez un peu, Mila, Oui, mais ça, en fait, ça montre aussi que c'est une aberration de ce qui se passe aujourd'hui, parce que quand il n'y a pas de drame et d'accident, ce que disent les chasseurs, c'est notre loisir, même Uli Schren l'a dit récemment, c'est notre loisir, finalement, on chasse parce qu'on aime ça, pas parce qu'on régule. Et quand il y a un drame, qu'est-ce qu'ils disent ? Ah non, mais en fait, on est obligé, on doit réguler, et à côté de ça, il y a des élevages de sangliers, dont certains sont tout à fait légaux. Et donc là, la question se pose, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on élève, du coup, des sangliers qui sont censés être régulés, et parce qu'ils sont considérés comme nuisibles. Donc il y a tout un problème en fait de discours qui est vraiment problématique et qui montre à quel point en fait le gouvernement est influencé en fait par ce lobby, parce que ça tient pas la route en fait, tout simplement. Et Sevenor dit « La loi Verdeil ne s'applique plus depuis longtemps. Les chasseurs n'ont pas le droit de chasser chez autrui sans son autorisation. C'est pas tout à fait vrai, ça dépend des régions. Par exemple, en Alsace, les chasseurs ont le droit d'aller absolument partout sans aucune autorisation. Donc, c'est un peu moins simple que ça, Sevenor, mais vous l'avez bien expliqué, Mila, si vous voulez continuer ou compléter. Ça dépend en fait en fonction des ACA et des sociétés de chasse. Les ACA représentent un tiers des territoires, et en fait, en fonction de ces deux types de manière en fait de gérer le territoire en France, il y aura différentes lois. Et puis après, il y a au niveau local, extrêmement local et communal, là, le maire va être en possibilité de modifier en fait les distances à proximité des maisons, etc. Donc en fait, c'est pas aussi simple que ça, oui. Et justement, ça c'est aussi un problème, que ça soit pas homogénéisé et compréhensible
pour chacun en fait. Merci beaucoup pour toutes ces infos, tout ça. Si vous voulez interagir, ceux qui sont dans le chat et qui n'ont pas eu leurs questions, il y a l'Instagram, on le répète. On leur rappelle un jour un chasseur. Merci infiniment. Et je ne sais pas si vous voulez rajouter un dernier truc, Mila, ou pas. Simplement, ce que je disais tout à l'heure, continuer à se mobiliser et à en fait aussi voter, s'engager pour que ces pratiques soient réformées, parce que c'est ça qui va faire la différence. Aujourd'hui, c'est ça qu'on peut faire, donc autant le faire pour que ça n'arrive plus. On est 98% de gens qui voulons pouvoir nous promener et profiter un peu de la nature. Il y a moins de 2%, on est même un peu plus que 98%, ils sont moins de 2 millions de... Enfin, ils sont... Oh là là, je me mélange dans les chiffres. Ouais. Ils sont moins de 2 millions de chasseurs. beaucoup, et tout le reste de la population, on n'est pas chasseurs, donc on devrait pouvoir être écouté si on se mobilise. Par ailleurs, 83% de la population est d'accord pour des dimanches et des samedis sans chasse, des week-ends entiers sans chasse. Et le chiffre est pareil en zone urbaine ou en zone non urbaine. Donc l'argument de la chasse, c'est un truc de campagne, c'est faux. D'ailleurs, les chiffres le démontrent, les chasseurs. Les permis de chasse sont principalement délivrés dans les villes grandes et moyennes aujourd'hui. Voilà. Merci infiniment, Mila. Merci, bravo pour tout ce que vous faites et votre combat, c'est précieux. Merci à vous. Au revoir. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée. On fait quand même la météo, même si on... Allez, c'est parce que vous voulez... Bon, on s'est trompé de générique, hein, c'est pas grave. Mais on va pouvoir relancer le générique. Ouais, on va relancer le générique et on va faire la météo, mais en format rapide, parce qu'on a été trop bavard aujourd'hui. C'était passionnant et franchement, ça valait le coup de mettre à l'honneur ce collectif incroyable, Un jour un chasseur. Donc, on va se préparer et là, on lance le générique pour retrouver la météo du climat. Je suis pas la meilleure en météo et on commence par une actu. Alors je vais essayer de retrouver mes notes sur mon téléphone. Au Sénégal, où un port gigantesque doit être construit sur les côtes du... Attends, le Sénégal, c'est par là? Je dis pas de bêtises? Normalement, c'est un peu plus bas. Pendant que Sandra cherche le Sénégal, on peut vous renseigner. Donc Sandra, oui, le président sénégalais a lancé le 4 janvier le chantier du futur plus grand port d'Afrique de l'Ouest au sud de Dakar. Projet qui ne respecte pas les lois sur l'environnement et menace tout un littoral déjà rongé par l'érosion. Donc c'est comme d'habitude, on cumule de la destruction sur la destruction et on fait des choses dramatiques. On va aller beaucoup plus loin. Je vais changer de côté pour y arriver. On va aller à La Réunion, par là. Où là, c'est une pollution marine qui menace l'île de La Réunion. Alors, La Réunion, déjà, avait pris, vous vous souvenez, l'ouragan... non, le dernier qui a ravagé Madagascar, etc. Vous savez, cet ouragan qui faisait la taille de la France, dont Noël nous a bien parlé. Très long. Noël, ma mère. Donc, il y avait déjà eu ça il y a une dizaine de jours à peine. Et, pardon, je me remets là, sinon ça ne rentre pas. Donc là, il y a un bateau qui s'est échoué, qui menace d'une grande pollution. Et en plus de ça,
il y a un nouvel ouragan qui menace de revenir. Donc là, on est sur le cumul global, on est sur une pollution avec en plus un enchaînement de tornades, d'ouragans qui n'est absolument pas habituel, qui n'est pas normal. C'est pas tous les jours qu'il y a des ouragans, des tempêtes qui déferlent comme ça sur la Réunion, normalement. Et on a une pensée pour celles et ceux qui, à la Réunion, voient affronter ces cycles à répétition. C'est un vraquier qui s'est échoué sur une côte de l'île de la Réunion et du pétrole a commencé à s'écouler. Donc on a une pensée là pour celles et ceux qui vont lutter pour préserver les côtes de ce drame que représentent ces marées noires. Surtout qu'il y a une grosse mobilisation locale avec des réactions des autorités qui sont de l'ordre de ça va, c'est pas une marée noire non plus, c'est juste un écoulement. Mais en fait, l'écoulement, il est en soi déjà un danger pour les écosystèmes et pour la nature et pour les habitants. Donc oui, grosse pensée pour eux, tu as tout à fait raison, Benjamin. On va en Moselle ? On va en Moselle. Alors, je me remets là et on va faire un petit zoom. Donc, à peu près par là, la Moselle. Et là, en Moselle, on a la pollution de la rivière la Moselle. Alors, elle doit faire un truc un peu comme ça, je ne suis pas sûre. Quel talent. Ouais, là, un important dispositif de pompiers a été déployé ce dimanche à la suite d'une alerte pollution dans la Moselle, au nord de Thionville, au niveau de l'écluse de Cattenom. Alors, si tu peux nous situer l'écluse de Cattenom sur la carte, Sandra, bon courage. Alors, si jamais vous zoomez sur la carte, je vous déteste, elle est très bien à cette taille-là, hein, c'est à peu près par là. Non, en fait, Cattenom, c'est aussi la centrale. Et en fait, les premières infos qu'on a, c'est qu'il y a eu un écoulement d'hydrocarbures de la centrale de Cattenom. Il se pourrait que ces rejets viennent directement de la dans l'eau. C'est en tout cas les informations données à la préfecture, par la préfecture à la presse locale. Donc là, on est de nouveau sur un combo de choses qui ne vont pas du tout. La centrale qui a des fuites et la pollution du cours d'eau, le tout n'entraînant pas pour l'heure de danger majeur. En tout cas, les poissons ne meurent pas. C'est comme ça qu'on définit le pas danger majeur. Mais quand même, une alerte là. Et puis, on va dans un deuxième endroit en France. On termine en Île-de-France, la région dont on parlait tout à l'heure avec Jean-Baptiste. C'est la région de Valérie Pécresse. À peu près ici, l'Île-de-France, voilà. Et en Île-de-France, on a fait des analyses dans les écoles et les chiffres, ils sont pas bons. Ouais, la majorité des écoles d'Île-de-France dépassent les seuils de l'OMS, qui disent à quel moment on est dans une pollution de l'air qui n'est pas acceptable. Et donc c'est l'association Respire qui a indiqué que le niveau de pollution de la majorité des écoles franciliennes se situait bien au-delà des recommandations de l'OMS. Et donc ça pose une question, les enfants franciliens sont-ils en danger ? Oui, et puis est-ce que les enfants franciliens comptent moins que d'autres ? On fait un petit fil rouge avec Valérie Pécresse. Ah oui, celle qui agit depuis 30 ans pour l'environnement, ça se voit. Et donc c'est sa région, c'est son deuxième mandat par ailleurs, à la tête de la région. Et aujourd'hui, les écoles ne sont pas en super bon état. Merci à l'Asso Respire de faire comme ça des études de façon fréquente sur la qualité de l'air. On a fait Île-de-France, Moselle, Sénégal tout à l'heure, Réunion. Donc 3 lieux français et le Sénégal. Je pense qu'on a fait malheureusement le tour de la météo du climat pour aujourd'hui. On a beaucoup trop de points noirs. Je fais une transition. Et spot de transition. Donc on dit en français. Générique. Merci. Et on a fait des mauvaises nouvelles, mais j'ai une bonne nouvelle qui est une très bonne nouvelle pour le climat. Et c'est par ailleurs l'occasion d'inaugurer une nouvelle rubrique qui est la rubrique Conseil Lecture. Alors je vous recommande, voilà, il vient de sortir, il est tout chaud, tout imprimé, Faire face, le défi du siècle par quelqu'un qu'on connaît ici, Yannick Jadot aux éditions Les Petits Matins. C'est au prix de 2 €.
C'est un texte bref mais percutant de Yannick qui expose ses solutions pour le pays. Et donc quand je dis quelque chose de positif, là Sandra nous a fait la description comme on fait chaque semaine de tout ce qui montre que nous vivons un grand choc climatique. Là il y a des réponses parce que la priorité de notre projet c'est évidemment celle que porte le candidat écologiste à l'élection présidentielle. C'est le climat, c'est la justice sociale, c'est la démocratie. Alors il est en vente, donc je le disais au prix de 2 €. Plus, si le cœur vous en dit, on a reçu Thierry Brochot ici il y a quelques semaines qui vous a dit qu'on avait besoin d'argent pour faire cette campagne, évidemment. Mais en tout cas, c'est au prix minimum de 2 € dans toutes les bonnes librairies, évidemment. Et puis, dans quelques jours, sur notre site internet, possible en commande. C'est super, ça va nous faire de belles lectures pour accompagner la campagne, d'autant qu'en ce moment, entre les meetings en extérieur où Yannick va se confronter pas que aux militants écolos, mais il va rencontrer les gens directement, ce qui est quand même pas si fréquent. Et les débats dans lesquels il remet l'extrême droite à sa place, on a plutôt de quoi, nous, en tout cas, être fiers de la campagne qu'on mène. Juste un petit truc, j'ai dit une bêtise à l'instant sur les ouragans, ils sont plus forts et pas plus nombreux, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais ce qui reste un problème majeur. Mais là, on va se reconcentrer sur le positif. On va penser à demain, mardi soir, même chaîne avec Sandrine Rousseau qui reçoit Camille Etienne. Voilà. Donc là, on va avoir du positif, la génération climat qui se bat, qui a envie de transformer les choses, de faire la transition écologique. Donc ça va être une bouffée d'optimisme et d'espoir et aussi une source d'inspiration dans cette campagne. Et peut-être aussi un peu de rage face à l'inaction ambiante qui fait que les jeunes se mobilisent parce que les aînés l'ont jamais fait. Tout à fait. Donc rendez-vous demain 19h. 20h, pardon. Demain 20h avec Sandrine et avec Camille Etienne pour une très très belle émission Twitch. Et puis nous on vous dit on vous dit à lundi prochain, même heure, même endroit, tout ça. On essaiera d'être un peu moins bavard qu'aujourd'hui parce qu'on a été super long. Oui, mais il y avait des sujets intéressants. Il y avait des sujets hyper intéressants et on vous promet des surprises encore la semaine prochaine. Merci. À la prochaine, bonne soirée.